Je suis ravi de vous accueillir tous. Je voudrais d'abord remercier nos intervenants qui nous ont fait le plaisir d'accepter cette invitation et remercier aussi l'Université Dauphine pour l'accueil et la co-organisation de cette table ronde. C'est aujourd'hui le jour de l'ouverture de la COP28 à Dubaï. Nous, on va traiter d'une question qui est dans ce périmètre-là, comment on pourrait réussir à atteindre la neutralité carbone en Europe. Donc les leviers et conditions pour y arriver. Moi, je m'appelle Thibaut Guibert, je suis un des associés d'Eurogroupe Consulting. Eurogroupe, c'est un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management qui compte 400 collaborateurs en France. Comme la question le montre, on est présent sur des questions d'énergie. On a 80 consultants, certains sont dans la salle sur ces questions-là. Et puis, Eurogroupe, c'est une belle maison de conseil qui a aussi une dimension internationale avec 3000 consultants dans le monde et 400 qui travaillent sur des questions énergie. Voilà, on est ravis de co-organiser avec Dauphine cette table ronde. Pour introduire un peu notre sujet sur la neutralité carbone en Europe, on a un petit peu travaillé en amont de cette table ronde pour essayer de cadrer un peu les échanges de nos intervenants. Je voudrais du coup vous partager 4 convictions qu'on a élaborées pour essayer de défricher un peu ce sujet complexe. La première, c'est la décarbonation de l'énergie. Elle repose beaucoup sur le mix énergétique. Il faut comprendre que en Europe, 2 tiers de l'énergie qui est consommée est aujourd'hui à partir d'énergie fossile, donc forcément assez carbonée. Tout l'enjeu, c'est de réussir à basculer d'un système assez carboné vers une majorité d'énergie décarbonée. La complexité de l'Europe, c'est qu'elle est quand même relativement diverse et que donc il faut arriver à trouver un mix énergétique qui soit décarboné, diversifié et équilibré à la maille européenne, avec des contextes locaux et puis des enjeux locaux au niveau de chaque pays qui sont relativement différents. Chaque État a à sa disposition un levier qui est intéressant et important, c'est la tarification du carbone. Ça permet effectivement d'inciter. L'Europe a déjà régulé et a déjà fait un pas en avant avec un mécanisme qui permet de assurer une forme de neutralité carbone à ses frontières. C'est une régulation qui existe. Pour autant, les régulations sur le carbone, c'est aussi quelque chose sur lequel en France on a une certaine expérience, pas toujours très heureuse. Et pour le coup, le sujet de la régulation, c'est aussi la régulation fiscale, c'est aussi que ces régulations fiscales sur le carbone, elles doivent être vraiment incitatives et de fait, elles doivent permettre d'orienter les comportements, mais elles ne doivent pas pénaliser au global à la fois le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. La troisième grande conviction qu'on a, c'est que la politique industrielle, elle doit être axée sur la transition énergétique et écologique. Il faut savoir que l'Europe, c'est la 3e puissance industrielle au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Nous, on est convaincus que l'Europe peut jouer une carte autour de cette transition énergétique et écologique et décarbonée. Et ça repose sur des leviers comme l'innovation, comme le maintien aussi, voire l'attractivité des entreprises et du coup le maintien d'une forme de compétitivité aussi dans le coût de l'énergie. Il y a aussi une question de compétences. Cette transition écologique et énergétique ne sera pas sans des hommes et des femmes. Et du coup, il y a un enjeu effectivement de développer un système qui permette de faire émerger les compétences en qualité et en nombre suffisant pour assurer cette décarbonation. Et puis la dernière chose, c'est quand même l'argent. On a besoin d'investissements qui vont vers la décarbonation et de pouvoir flécher ces investissements vers la décarbonation. Ça nous amène vers la 4e conviction, et puis je m'en arrêterai là, sur le fait d'avoir une forme de planification écologique à l'échelle européenne. L'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 27 États membres, donc avec chacun
voilà, des enjeux propres et puis des conditions propres. Un enjeu, c'est sûrement d'arriver à mettre les différentes forces autour de la table. Il n'y a pas de solution unique et toutes les solutions technologiques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Nous, on est persuadé que l'atteinte de cet objectif de neutralité carbone doit se faire avec une forme de planification à l'échelle européenne qui permettent voilà, d'assurer à la fois la souveraineté européenne et puis sa compétitivité dans le temps. Nos intervenants vont largement pouvoir débattre de ces questions. Du coup, j'ai la joie de vous présenter Benjamin Frévaux, qui est à la fois le président d'IDEX et puis qui intervient très régulièrement sur les sujets d'énergie, climat à l'Institut Montpellier. Christine Gouguenillot, qui est la présidente de l'UFE. Rémi Garot-Verdier, qui est à la fois le directeur des affaires européennes d'Enedis et puis un membre du board de l'association des DSE, distributeurs électriques en Europe. Patrice Geoffron, qui joue à domicile, qui nous fait le plaisir du coup, de nous accueillir, qui est l'éminent professeur à Dauphine. Et puis, pour animer cette table ronde, je vous présente Raphaël Bourmand, qui est à la fois professeur également d'économie et puis qui est un spécialiste de ces sujets d'énergie et de climat. Et un ancien d'Eurogroupe aussi. Et un ancien d'Eurogroupe. Et de Dauphine. Également. Et de Dauphine. Voilà. J'ai toutes les qualités pour le casting. Bonne table ronde et puis Merci. Merci beaucoup Thibaut. Merci, bonsoir à tous. Merci pour votre participation. Donc effectivement, aujourd'hui, annonce de l'ouverture de la COP 28. Quand on regarde le système énergétique mondial, aux 3/4, il dépend d'énergie fossile, donc gaz, charbon et pétrole. Et quand on regarde la production d'électricité mondiale, elle dépend aux 2/3 de fossiles, principalement du gaz et du charbon. La situation en Europe est un peu meilleure, mais on voit quand même qu'on a un système énergétique mondial européen, un système électrique mondial européen très carboné. La France fait exception avec un système électrique particulièrement décarboné, grâce notamment à la place du nucléaire dans la production d'électricité. Alors il y a on parle de l'objectif de neutralité carbone. Alors, effectivement, c'est très important, mais au-delà de la neutralité carbone, il faut viser ce qu'on appelle la neutralité climatique, c'est-à-dire que vous avez le CO2 qui a un impact extrêmement important sur le réchauffement climatique, mais il y a aussi d'autres gaz à effet de serre, dont le méthane. Et actuellement, on a atteint un niveau de réchauffement de plus 1,1. Et si on continue sur la trajectoire actuelle d'émissions de CO2, on n'arrivera jamais à limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 comme limite plafond à l'échéance prévue. Parce qu'en gros, en continuant actuellement, on rajoute plus 0,2 tous les 10 ans. Et à chaque fois, ça rend les catastrophes climatiques plus intenses, plus fréquentes et plus longues. Donc l'Europe a une responsabilité dans cette neutralité carbone. Pourquoi? Parce que déjà, elle a une dette historique en termes de climat, et aussi parce qu'elle a les moyens de réaliser cette transition énergétique. Alors, est-ce que cette décarbonation, finalement, ça doit être une source d'attractivité pour l'industrie et une source de compétitivité? Comme Thibaut, tu l'as dit, décarboner sans avoir de compétitivité industrielle au détriment du pouvoir d'achat des consommateurs et sans sécurité d'approvisionnement et souveraineté énergétique, ce sera faire de l'Europe une sorte d'îlot décarboné au milieu de deux titans qui sont la Chine et les États-Unis, qui eux se posent moins de questions en termes de politique industrielle et de moyens attribués. Donc ma première question sera pour Madame Christine Gouguenillot sur votre vision de la mandature européenne actuelle et sur ce que vous attendez de l'Europe dans sa gestion de crise et dans sa réforme du marché européen de l'électricité. Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc l'Union française de l'électricité représente les acteurs du système électrique français, production, toute technologie, donc ça va du nucléaire aux énergies renouvelables, en passant par l'hydraulique, les réseaux de distribution et de transport. Oui, ma voix doit apporter un peu mieux comme ceci. Les fournisseurs d'énergie qui sont souvent électricité et gaz, l'efficacité énergétique et la flexibilité qui va prendre une place de plus en plus importante dans un système électrique qui sera plus décentralisé. Voilà, juste pour positionner qui nous sommes et revenir sur le bilan de la mandature européenne, puisque, vous le savez, nous allons avoir des élections en juin qui vont permettre d'élire une nouvelle composition du Parlement européen. Et de cette élection
il y aura une nouvelle commission qui va prendre ses marques, des commissaires, et donc Madame van der Leyen sera-t-elle candidate ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, c'est un moment important pour faire un peu le bilan de cette mandature qui vient de se passer. Alors je dirais 3 choses. La première, c'est que neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est assez loin, tout le monde est assez d'accord finalement. Ce qu'a posé le Green Deal, c'est 2030, et ça, c'est beaucoup plus proche, moins 55% d'émissions de CO2. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Et donc, on a eu ce grand paquet Fit for 55, c'est-à-dire prêt pour 2030, moins 55% d'émissions de CO2. Et là, on a, on va dire, un tsunami de textes. Hein. Donc, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui comme nous-mêmes, ont travaillé texte par texte. Alors, ça va de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, des renouvelables, donc des objectifs de renouvelables dans la consommation finale, avec des sous-objectifs sur le bâtiment, sur le transport, sur l'industrie. Il y a aussi donc un ensemble de textes sur ces points, bâtiment zéro émission. Voilà, enfin, je passe beaucoup de textes sur lesquels on a évidemment travaillé, puisque la France doit prendre position sur l'ensemble de ces textes. Et là où on a quelque chose à dire, c'est au-delà de tout ce travail, c'est peut-être les biais de ce paquet. Alors, il n'y a pas de débat sur le fait de réduire les émissions. Par contre, le débat, c'est comment on le fait. Et là, comment on le fait? On sait que les traités européens ont prévu que les pays membres ont le choix de leur mix énergétique. Et dans ce Fit for 55, le biais, on va dire, c'est que décarboner égale énergie renouvelable. Alors évidemment, on aura besoin de toutes les technologies décarbonées si on veut atteindre 2050, mais aussi 2030. Donc on aura besoin de beaucoup d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité décarbonée. Nous aurons besoin aussi du nucléaire et de l'hydraulique. Sachant que le nucléaire et l'hydraulique ont eu beaucoup de difficultés dans cette phase du Fit for 55 à être positionnés à égalité avec les renouvelables. Donc ça, c'est le premier point, et donc ça, probablement, ce sera un sujet à corriger dans la prochaine mandature. Le deuxième point, c'est qu'on a connu une succession de crises. Alors, ça va de la crise du Covid, qui était assez impossible, improbable, et qui pourtant est arrivée, qui a montré que l'Union européenne a su s'organiser, donc pour globalement aider, enfin tout un chacun ainsi que les entreprises à faire face à cette période, voire acheter de manière groupée. Donc voilà, l'Union européenne a su s'organiser. Alors il y avait aussi la question des prix de l'énergie, bon, parce que derrière cette crise, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu ce niveau impossible de prix de l'énergie, du gaz, mais aussi de l'électricité. Alors je ne rentre pas dans le détail de comment se constitue le prix de l'électricité, si vous voulez, on y reviendra. Mais ce qu'on doit reconnaître à la Commission européenne, c'est d'avoir été pragmatique sur cette crise. Au moment, en 2016, globalement, la Commission européenne, et dans les années passées, avant la crise de l'Ukraine, la Commission considérait que le marché européen fonctionnait très bien. Alors, permettait de faire des échanges de flux qui ont bien fonctionné pendant l'hiver dernier, quand nous avons eu besoin à la France, et donc il faut garder ce système électrique européen maillé avec peut-être une forme de planification. Mais ce marché européen ne permet pas, et ça nous le disions depuis assez longtemps, de donner des signaux prix qui permettent aux investisseurs de s'engager sur du moyen et long terme et d'être indépendants finalement d'une forme d'énergie importée comme le gaz. D'où accélérer les énergies renouvelables ou les productions territorialisées comme le nucléaire et l'hydraulique. Donc la Commission a été assez pragmatique parce que finalement elle est revenue sur son dogme que le marché était parfait et a mis sur la table assez vite donc une proposition de réforme du cadre de marché européen sur lequel nous avons tous été consultés pour dire ce qu'on en pensait.
puis il y a eu le Conseil, puis l'État, puis le Parlement, et là nous en sommes au trilogue, donc nous sommes presque à la finalisation d'un nouveau cadre de marché européen. Alors qu'est-ce que c'est que cette réforme? Cette réforme, elle garde le marché court terme, qui crée des solidarités entre les pays membres, mais elle incite, elle crée une boîte à outils, on va dire, pour parler de manière imagée, une boîte à outils dans lesquels il y a des nouveaux outils sous forme de contrats, actualisation, moyen, long terme, qui sont encouragés, donc soit dans les renouvelables, le débat étant aussi sur le nucléaire. Voilà, je vais parler des biais tout à l'heure, sur ces contrats de marché. Ces contrats long terme devraient, normalement, c'est en tout cas notre vision, et c'est la vision du gouvernement français, être applicables à toutes les technologies, quelles qu'elles soient. Ça, c'est des contrats de droit privé, mais il y a aussi des possibilités de contrats de droit avec garantie publique pour permettre d'atteindre les objectifs d'une forme de planification sécurisant les investissements dans les actifs bas carbone de production d'électricité. C'est ce qu'on appelle les contrats pour différence, ces mots barbares là. Et aussi pour permettre aux États membres, dans le cas d'une boîte à outils, en cas de crise des prix, de pouvoir redistribuer aux ménages et aux entreprises une partie de revenus par rapport à un plafond qui est défini dans ces contrats avec garantie publique. Donc une boîte à outils beaucoup plus large. Alors il n'y a pas que ça dans la réforme du cadre de marché, il y a aussi tout l'aval, c'est-à-dire le marché de détail, inciter les fournisseurs, quand ils s'installent, à avoir au moins une espèce de couverture d'assises financières en termes de trésorerie, et aussi se couvrir pour leur portefeuille client. Voilà, je ne veux pas être plus longue, on peut reconnaître sur cette mandature donc effectivement quelques biais à corriger pour la prochaine, et aussi une réforme du cadre de marché qui veut apporter des réponses structurelles à la question du prix de l'électricité. Donc vous dites que la Commission a compris qu'entre planification et marché horaire de l'électricité, il y avait peut-être une contradiction et un paradoxe qu'il fallait essayer de fixer. Et si on regarde le cas du gaz, Patrice, est-ce que pour toi c'est l'heure de vérité du réveil d'une Europe politique? Est-ce que l'Europe l'a comprise après cette crise du gaz liée à l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022? J'aimerais tant dire oui. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très agréable de venir chez soi, enfin en charentaise ou presque. Et, en tout cas, merci de vous être saisi de ce moment, de l'ouverture de la COP, pour qu'on ait cette réflexion. J'aimerais tout d'abord introduire une tonalité un peu différente. Évidemment, parler de décarbonation, et notamment en Europe, c'est d'une grande noblesse, et on porte quand même l'idée depuis une bonne vingtaine d'années, et très longtemps on a été seul, et en fonction des conclusions de la COP28, peut-être qu'on aura encore le sentiment d'avoir été seul. Mais il me semble que les termes du débat ne peuvent pas être les mêmes avant-guerre et après-guerre, et si tant est qu'on soit d'ores et déjà après-guerre. Je ne suis pas certain qu'on ait bien tiré le bilan de ce qui s'est passé l'an dernier. On s'est quand même trouvé à des moments avec des prix du gaz qui ont été multipliés par 15, des prix d'électricité pas loin, et puis le point d'atterrissage est un point quand même dans lequel il va falloir vivre durablement, avec des prix d'élec x2 par rapport à avant, et x2 on ne sait pas très bien, on en parlait tout à l'heure en préambule, et pour le gaz on a la garantie que ce soit au moins x2, x3, peut-être plus selon différents paramètres qu'on ne va pas maîtriser. Moi je siège au conseil d'administration d'LNG, vous savez peut-être sans doute que LNG est la filiale d'LNG qui importe le gaz naturel liquéfié, donc j'étais dans une position vraiment privilégiée d'administrateur indépendant qui a vu s'organiser une sorte de plan Marshall. Et donc du point de vue de la manière dont la filière s'est réorganisée rapidement pour ce qui est des flux, ça a été, je trouve, assez remarquable, à tel point d'ailleurs qu'on a pu exporter un peu de gaz vers l'Allemagne, ce qui n'était pas au programme. Donc globalement, ça a tenu, mais ça a tenu dans des conditions économiques qui sont extraordinairement coûteuses. Si vous regardez par exemple les travaux de Bruegel, le think tank européen qui a fait le bilan de 2022, ça nous a coûté globalement, en incluant pour le calcul les Britanniques, 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. La facture d'importation de pétrole, de gaz et d'électricité l'an dernier, pour la France, c'est 116 milliards. Une année normale, je ne sais pas très bien d'ailleurs ce qu'est une année normale, en tout cas une année moyenne, on est plutôt aux alentours de 50. Donc on a subi un choc majeur, un choc absolument majeur d'un point de vue macroéconomique. Et moi, je n'ai absolument pas d'opposition à ce qu'on parle de décarbonation. Évidemment, on a dans cette université, dans mon équipe, une chaire d'économie du climat, une chaire sur les marchés électriques. Donc
Voilà. Mais je pense que si on se situe dans la perspective simplement, si on peut dire, de la décarbonation, alors à ce moment-là, assez vite, on voit réapparaître des débats, je trouve, assez nauséabonds sur le thème, mais au regard des efforts qu'on a déjà faits, est-ce que finalement, il n'est pas urgent d'attendre, etc. On est tous menacés en Europe et en fonction du cycle européen d'une sorte de backlash. Ce qui serait une folie parce que on a rompu les amarres avec notre premier fournisseur de charbon, ce qui n'est pas le problème central, premier fournisseur de gaz, même s'il arrive encore du gaz naturel liquéfié en France, de Russie, et également le premier fournisseur de pétrole et de carburant très très loin devant l'Arabie Saoudite, si on regarde de ce qu'étaient les flux avant le début du conflit. Et donc on a la garantie de payer toutes les molécules plus chères qu'ailleurs, tous les électrons plus chers qu'ailleurs. Et ça, c'est la base de discussion. Et donc si on doit considérer qu'on doit se décarboner parce qu'on est parmi les premiers émergents du 19e siècle et qu'on a une responsabilité historique, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel qui est qu'on soit deux. On doit se décarboner à marche forcée parce que les 700 milliards qu'on a dépensés l'an dernier, c'est un fusil à un coup. Et on a une grave menace d'effondrement de l'Union et d'effondrement au cœur de tout ça de la zone euro si jamais on avait à subir un choc de même nature. Alors on n'est pas du tout à l'abri d'avoir des chocs, alors probablement pas, mais croisons les doigts, c'est pas une prophétie, des chocs aussi violents à l'avenir dans lesquels on fasse x10, x15, je ne pense pas, mais des circonstances dans lesquelles on est à se préoccuper de nos sécurités d'approvisionnement et qu'on fasse l'expérience à nouveau de sa fragilité, là on a à peu près la garantie de naviguer dans le brouillard, enfin si tant est que ce soit une garantie qui ait beaucoup de valeur. Imaginons que Donald Trump soit réélu, croisons les doigts à nouveau, pour que ça n'arrive pas. Il n'y a pas du tout la garantie pour qu'on ait autant de gaz que ce qu'on a eu l'an dernier, ce qu'on a pu imaginer, ce que Biden, enfin, qui ne signe pas les contrats, mais qui, de fait, a souhaité donner l'intention d'envoyer plus de gaz d'ici la fin de la décennie. Il y aura à ce moment-là une pression interne de la chimie, de la pétrochimie, de telle manière à ce qu'il y ait moins de flux gaziers qui partent ailleurs, et notamment vers l'Europe, de telle manière à ce que le prix interne reste plus bas, pour des questions qui sont des questions de compétitivité. Et évidemment, avec un président républicain, je ne sais pas très bien comment on peut le qualifier, en tout cas, si Donald Trump ou un de ses épigones venait au pouvoir, il y a de bonnes raisons d'imaginer qu'on soit à nouveau sous un fort stress. Or, ce stress, on ne pourra pas le supporter, en tout cas, on ne pourra pas couvrir les conséquences avec les moyens qu'on a mis en œuvre l'an dernier, et qui schématiquement sont des moyens de telle manière à déconnecter le prix de détail du prix de gros. La France a été particulièrement réactive dans ce domaine, en tout cas pour les ménages. À la maison, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. Selon les activités dans lesquelles on est, on a pu s'en rendre compte. Je vous parle en connaissance de cause. À Dauphine, au 1er janvier 2023, on s'est pris un 300% sur nos fluides, etc. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on reste, me semble-t-il, en état d'alerte. Et oui, la décarbonation, évidemment, il faut le faire, sinon collectivement on est foutu, mais il faut le faire quelles que soient les conclusions de la COP28, et il y a beaucoup de raisons d'imaginer que les conclusions de la COP28 seront un peu les conclusions du milieu du gué, et qu'on aura pris des décisions qui nous permettront de gagner un dizaine de degrés, alors qu'on a un bon degré à gagner. Je vais, je suis sous ta surveillance, je vais aller vers deux autres observations, cette fois très très rapides. On va parler ce soir de réindustrialisation. On a une première phase qui est une phase, disons, de sécurisation de notre industrie. Parce que notre industrie, elle va devoir passer par un corridor très très étroit et à la fois étroit et escarpé, dans lequel on a toute une série d'objectifs, de contraintes, un prix du CO2, mais un prix du CO2 qui va venir se rajouter, un prix des molécules et un prix du gaz et un prix des électrons qui sera plus cher. Il y a évidemment la question de la visibilité, de la capacité à se projeter, donc ça nous renvoie aux problématiques de contrats à long terme. On a beaucoup parlé évidemment, on en reparlera sans doute de CFD, les PPA également, les BPA également dans le domaine, le B étant pour biométhane. Il est important finalement de pouvoir faire monter en puissance les gaz verts dans différents domaines de telle manière à conférer également de la stabilité. Une fois qu'on a dit ça, et si on parvient à aller à 2030, alors on se reverra à nouveau à Dauphine, et je pense qu'on en tirera déjà des premiers bénéfices tout à fait remarquables. Parce que bon, on n'arrivera pas à moins 55%, mais imaginons qu'on arrive à moins 50%, à ce moment-là, on sera la zone du monde la plus avancée en termes de décarbonation.
quel avantage on pourrait en tirer? Si vous regardez les données, par exemple les données du CDP, voilà, disons l'organisme international vers lequel la plupart des entreprises de grande taille vont se faire évaluer et présenter leur plan de décarbonation. Toutes ces entreprises, les 2000 premières entreprises mondiales ont des plans de décarbonation très ambitieux. Au-delà sans doute de ce qu'elles peuvent mettre en œuvre à court terme. Mais il y a un moment où leurs ambitions vont devoir converger, sont susceptibles d'avoir une incidence également dans leur politique de localisation. En étant à la recherche, évidemment, d'une énergie décarbonée, on sera pas mal dans ces domaines, d'infrastructures logistiques décarbonées, on sera pas mal, peut-être pas partout en Europe, mais en tout cas en France, on aura probablement dans ce domaine un avantage, et puis des réseaux efficients dans différents domaines. Le plan fibre en France qui est un peu bancal pour aller jusqu'au dernier kilomètre du dernier ménage en France. Le passer du cuivre à la fibre, vous divisez par 4 les consommations électriques, ce qui est un élément qui n'est pas un élément tout à fait négligeable. Dernière remarque, je me donne l'obligation systématiquement à chaque fois qu'un micro m'est donné de terminer sur des observations positives. Alors, non pas que les précédentes étaient négatives, notamment la perspective dans laquelle on pourrait être en 2030. Eh bien, c'est une perspective, voilà, modulo le corridor qui nous est conduit, une perspective tout à fait qui nous rémunérera de nos efforts collectifs. Perspective politique positive. Moi, je suis surpris des questions industrielles dans lesquelles, dans cette université, on a eu à s'approcher récemment et qui, vu de quelques années, aurait été de la science-fiction. Elle a été approchée par des investisseurs industriels, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a un peu de confidentialité, asiatique, et avec la question étant de savoir où est-ce qu'on peut placer des électrolyseurs à haute température en France, à proximité de réacteurs nucléaires, où est-ce qu'on récupère la chaleur, où est-ce qu'on et quel contrat et quel business. Voilà, des choses qui, encore une fois, vues simplement de 2019, auraient été de la science-fiction. Et tout dernier élément, je me retrouve vers Sébastien Mandron, qui est à la tête de la RSE de Worldline. On a eu à faire un travail ensemble tout récemment. Et moi, j'ai découvert beaucoup de choses. La question, et si tu restes au cocktail, vous pourrez interroger Sébastien, la question était de savoir comment, pour un paiement électronique, on peut passer de 2,5 grammes à peu près de CO2 à 1 gramme. Et alors, bon, avec à la clé, non pas des millions de tonnes de CO2, mais quelques dizaines de milliers de tonnes de CO2 pour l'Europe, et on a regardé comment l'écosystème pouvait s'organiser de cette manière. Le point d'atterrissage, c'est le suivant. En fait, tous les corps de métier vont devoir prendre leur part. Le fait de passer de 2,5 grammes à 1 gramme, l'objectif c'était de dire, ben voilà, 2,5 grammes à 1 gramme, on est aligné avec le Fit for 55, et voilà les conditions dans lesquelles on peut réaliser cette transformation industrielle, qui ne sera pas un game changer à la maille de l'Europe, mais de fait, dès lors que chacun va devoir s'y mettre, c'est la manière dont on a analysé ce dossier avec Worldline. J'étais un peu long, mais... Très intéressant. Patrice, merci beaucoup. On voit qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de remède miracle. Alors, un coup, il y a des gens qui vont vous dire qu'il y a une technologie miracle, ou alors c'est la sobriété, ou alors c'est la décroissance. En réalité, il y a plusieurs leviers à mettre en place. Là, je me tourne vers M. Garot-Verdier. On parle quand même un petit peu plus depuis quelques années, heureusement, des infrastructures. Mais c'est vrai qu'au début, on parlait plutôt de la production dans le domaine de l'énergie. Quelle est votre vision des investissements nécessaires en termes d'infrastructures en Europe? Il y a un article des Échos qui mentionnait près de 600 milliards d'euros d'investissements qui seraient nécessaires. Est-ce que selon vous, ces financements seront disponibles d'ici 2030 pour moderniser les réseaux, pour les permettre d'accueillir 2 fois plus d'énergie renouvelable qu'actuellement, sachant que, on va dire, à peu près 40%, je parle sous votre contrôle, des réseaux ont plus de 40 ans. 40 ans, ça reste jeune, mais peut-être que pour les infrastructures, ça implique une modernisation. Merci. Et merci pour l'invitation. Je suis très heureux de représenter Enedis, que je suppose vous connaissez tous bien, le distributeur d'électricité, dans ce cercle. Pour répondre à votre question, et pour revenir, Christine, sur le bilan de la mandature européenne, un des points sur lequel on peut se féliciter, c'est la place des infrastructures dans la mandature. Si on remonte un peu les différents paquets législatifs européens, premier paquet, deuxième paquet, tout simplement celui qui a créé Enedis, puisqu'il y a un paquet européen qui a imposé la séparation du distributeur avec sa maison mère, on ne parlait jamais, les textes européens ne parlaient jamais d'infrastructure. Un peu d'infrastructure de transport au titre de l'interconnexion, mais jamais d'infrastructure de distribution.
Si vous prenez le temps de lire le paquet 55, le market design, vous trouvez environ à toutes les pages une référence au réseau de distribution. C'est bien la preuve que le législateur européen a compris qu'il se passait quelque chose sur le réseau de distribution. Il se passe quoi? Il se passe que la promesse de décarbonation, c'est avant tout la promesse de l'électricité. C'est substituer des usages carbonés par de l'électricité bas carbone. Je ne reviendrai pas sur ce que tu as dit entre renouvelables et nucléaire. Et cette promesse de l'électricité, elle ne se concrétisera qu'avec une infrastructure capable de transporter, de distribuer, c'est le rôle d'Enedis, ces électrons, jusqu'à l'usage. Usage de la mobilité électrique, usage de la pompe à chaleur pour le chauffage, etc. Alors, est-ce que ça va changer? Oui, vous l'avez dit, ça va changer. Il va falloir que le réseau s'adapte. Mais le réseau, je vais vous dire, il s'est tout le temps adapté et il continue de s'adapter. Sur le raccordement, par exemple, qui est le sujet clé pour tous les acteurs, y compris pour Enedis. Enedis, c'est un raccordement toutes les minutes et demie en France. Je voulais vous parler du cas de la France. Un raccordement toutes les minutes et demie. Donc à ce rythme-là, le réseau, il grandit, il se modernise, et il y a déjà de l'investissement. Enedis, c'est environ 5 milliards d'investissements par an, et cette trajectoire, elle va continuer pour justement tenir la promesse de l'électricité et de l'infrastructure. Ça veut dire, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais que très vite, on aura plus d'1 million de producteurs d'électricité raccordés au réseau de distribution. Et c'est là que ça change un peu le paradigme. La promesse de l'électricité, c'est la promesse du producteur bas carbone, et c'est la promesse de distribuer. Alors là, la Commission européenne, ça tombe très bien, il y a la COP qui s'ouvre, mais a publié hier son plan d'action pour les réseaux. C'est évidemment quelque chose qu'Enedis appelait de ses voeux depuis très longtemps. Même si on est très heureux de voir qu'on est beaucoup plus présent dans les textes européens que par le passé, on attend toujours avec impatience un paquet infrastructure. Tu évoquais le paquet 55. Le paquet 55, c'est un paquet climat. Très bien. Des objectifs climatiques particulièrement clairs et ambitieux pour 2030, dans la perspective 2050. Le market design, qui fait écho à la guerre en Ukraine, c'est écrit dessus, c'est un paquet marché. Celui qu'on attend avec impatience, c'est le prochain. Quand on aura parlé de climat, c'est fait, on aura parlé de marché, le prochain, c'est un paquet infrastructure. Et on espère que ce paquet infrastructure va être complètement aligné avec les ambitions qui sont celles d'Enedis, d'investissement, d'électrification, pour que le réseau soit à la hauteur des enjeux. Je rappellerai une équation simple qui est donnée par l'Agence internationale de l'énergie. Pour 1 euro investi dans le renouvelable, il faut investir concomitamment 1 euro dans les infrastructures. J'embarque mes amis de RTE dans cette équation. Donc on voit bien l'enjeu. Et puis, il y a un facteur qui est intimement lié à ce qu'on évoquait autour du climat, c'est la résilience. Il y a encore quelques semaines, vous avez suivi la tempête Ciarán qui a plongé 1,2 million de Bretons dans le noir, et Enedis et ses partenaires s'étaient forcés de les rétablir le plus vite possible, 90% en 3 jours. Ça montre bien à la fois la fréquence, l'impact de ces crises climatiques et toute la dimension de résilience. Ça aussi, ça passe par des solutions innovantes et d'investissement. C'est un défi qui se rajoute à celui de l'électrification. Plus on est dépendant de l'électricité, c'est une très bonne chose pour le climat, plus on souhaite avoir de la fiabilité et donc un réseau au rendez-vous. Le réseau français, Enedis, on gère une bonne partie à une qualité, au regard de ce qui se passe dans le monde, excellente, mais la sensibilité est exacerbée dès lors que, par exemple, la capacité de se déplacer repose aussi sur l'électricité, donc ça fait partie de nos grands enjeux. Merci beaucoup. On reviendra sur ces enjeux de clean tech et de réindustrialisation. On avait dit au début que pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 au maximum,
il nous restait 15% de ce qu'on appelle le budget carbone mondial. C'est-à-dire qu'il y a 85% de ce budget carbone qui a déjà été utilisé. Donc il reste 15%, on dit souvent, les COP se suivent et se ressemblent, parce qu'on attend trop du rôle des gouvernements. Donc j'ai une question pour M. Prémaux. Quel est à votre avis le rôle des entreprises dans cet objectif de décarbonation et comment est-ce que vous voyez le rôle de la réindustrialisation et l'impact des coûts d'énergie en termes de compétitivité pour amener l'industrie française et européenne à contribuer à cette décarbonation? Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à la question, je vais quand même expliquer un petit peu ce que je fais parce que IDEX, ce n'est pas une entreprise très connue. On est une entreprise qui fait à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires essentiellement en France, un petit peu dans le reste de l'Europe, en Belgique et en Lituanie. On est 6000 salariés et nous, on s'occupe essentiellement de la chaîne de valeur de la chaleur. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'électricité. On confond presque, mais c'est un débat très, très typique en France de confondre l'énergie avec l'électricité. Sachez et retenez peut-être qu'il y a à peu près 45% des usages en Europe, en France, c'est la même chose, qui sont des usages chaleur, pour chauffer les bâtiments, pour votre chaude sanitaire et pour les process industriels. Les 2 tiers de cette chaleur sont carbonés. Et donc nous, ce qu'on fait chez IDEX, c'est décarboner l'industrie. On va remplacer des moyens essentiellement gaz dans l'industrie agroalimentaire, par exemple la papeterie et d'autres types d'industries par des moyens notamment biomasse, énergie dont on a peu parlé, mais c'est la première énergie renouvelable en France, donc autant la mentionner. On va décarboner les villes avec des réseaux de chaleur, on va utiliser l'énergie fatale, ce qu'on appelle les unités de valorisation énergétique de déchets, avec des incinérateurs. Et puis, on en a un petit peu parlé, on a des techniciens qui permettent à nos clients de faire de l'efficacité énergétique. Nous, on croit beaucoup d'abord à la sobriété. Je ne pense pas qu'il fasse 19 degrés dans cette salle. Et je pense que là, clairement, on n'est pas du tout dans la norme, même légale, j'ai envie de dire. La chaleur des débats. Sans doute. Profitons-en, profitons de cette chaleur fatale pour réduire la consommation de cette salle. Blague à part, on gère un certain nombre d'universités, et typiquement une salle pilotée comme celle-là, c'est simplement moins d'énergie consommée, donc des factures on va dire, inférieures à la fin de l'année. Sobriété, le premier point très important. Efficacité énergétique, à température donnée, vous pouvez produire votre énergie de manière plus ou moins efficace. Pour ça, on a besoin d'outils de pilotage, un peu de numérique, des opérateurs qui sont là quand vos installations sont sous-optimisées. Donc ça, c'est aussi une grosse partie de notre travail. Et puis, pour revenir sur la question, dans l'industrie, dans les villes, on aide également nos clients à changer de mix. Donc, j'ai un mix carboné, comment je passe à un mix décarboné? Et nous, nos solutions, elles ne sont pas... c'est pas les grandes solutions du nucléaire dont il faut transporter les électrons puis les distribuer au client final. Nous, on décarbone avec des solutions locales. Donc, je vous donne des exemples très concrets parce que, à la limite, autant que faire se peut, on vient de mettre en service une chaufferie pour un industriel comme Bell. Bell, ça produit du fromage, notamment les Babybel. Et à Évron, on substitue leur chaudière gaz par une chaudière biomasse. On va utiliser les coupes de haies dans les environs pour transformer de la biomasse en vapeur et ainsi décarboner un client comme celui-là. Je pense que on a un énorme... pour répondre plus directement à la question. Nous, on est clairement moteur de la décarbonation de nos clients. On est très moteur de la décarbonation d'IDEX parce qu'on utilise encore beaucoup de gaz dans notre mix, je ne vais pas le cacher. Et on est totalement tributaire des réglementations et des prix. Ça a été dit, mais je vais essayer de vous le faire toucher du doigt ce que ça veut dire au quotidien. Les réglementations, pour commencer, aujourd'hui, par exemple, l'État en France décide, le décret va être publié bientôt, que pour une certaine taille de parking, il faut valoriser le foncier avec des panneaux photovoltaïques, des ombrières, voilà, des ombrières photovoltaïques. Avant cette loi, il ne se passe rien. Avant cette loi et ce décret, il ne se passe pas grand-chose. La loi va être prise et là, on voit un appel d'air. Et donc, nous, on fournit ces solutions ombrières plus bornes de recharge pour véhicules électriques.
Là, on voit bien que l'incitation elle a un effet direct sur la demande, et ça, c'est extrêmement utile. À l'inverse, on pourrait se dire qu'avec la crise en Ukraine, l'explosion des prix du gaz, les taxes carbone, notamment l'ETS, on pourrait imaginer voir notre carnet de commandes exploser dans les réseaux de chaleur ou dans la décarbonation de l'industrie avec des chaufferies biomasse. On est quand même encore sur des clients, publics ou privés, qui espèrent toujours que le prix du gaz va revenir à 10-20 € du mégawattheure, comme on l'a connu dans le passé. Et là, je pense que la responsabilité de l'État a été très grande dans cet effet psychologique, parce que, on l'a dit, les boucliers tarifaires qui ont coûté une blinde, parce qu'on peut utiliser d'autres mots, environ 100 milliards pendant la crise énergétique, au plus fort de la crise, c'est en fait une anti-taxe carbone. On a financé la consommation de gaz, de pétrole dans ce pays. Et donc, il y a un peu un paradoxe où on a besoin d'argent pour décarboner notre mix. Ça veut environ 60 milliards par an d'ici 2050 pour arriver à la neutralité. On a mis 100 milliards sur la table pour protéger les consommateurs, les industriels, et c'était fort logique, en tout cas pour les industriels, pour éviter que notre économie s'effondre. Mais en attendant, le signal économique, il est inverse à celui recherché. Et donc moi, je suis un peu dans un paradoxe, pour répondre à ta question, Raphaël, je suis un peu dans un paradoxe où on sent les choses frémir, on sent que tout le monde a envie d'y aller. Je pense que le sujet du changement climatique, c'est plus un sujet de débat. Le sujet géopolitique n'en est plus un non plus. Et pourtant, le chemin qu'il nous faut prendre pour arriver à la décarbonation, notamment de l'industrie, il n'est pas encore totalement tracé. Et on a beau avoir des plans, notamment ceux du SGPE, le secrétaire général à la planification écologique, qui nous explique avec des beaux graphiques et des belles démonstrations qu'il y a une façon de s'en sortir. Moi, je suis industriel et je vends des solutions de décarbonation. Et pour être tout à fait franc, je cherche encore le chemin. Il y a une chose, parce qu'on est sur un débat sur l'Europe, qui nous impacte extrêmement durement, c'est, et là, tous les industriels de l'infrastructure qu'on est, je pense qu'on n'a pas encore totalement pris conscience de l'impact, c'est la hausse des taux. Lorsque vous faites des infrastructures, notamment des infrastructures énergétiques, une grosse part du coût, c'est le coût financier. Vous mettez un peu des cookies sur la table, une banque vous apporte les prêts qui permettent de financer ces infrastructures. Si le coût de votre prêt double, eh ben, ça a un impact direct, très direct, sur le prix de votre projet. Et ça, c'est un sujet auquel on n'a pas encore totalement de réponse. Et donc, à un moment où on a une montagne d'investissements, on a parlé de chiffres hallucinants, 600 milliards pour les réseaux, 60 milliards par an pour décarboner juste sur la France, alors qu'on a des montants extraordinaires à déployer sur ces sujets, c'est à ce moment-là qu'il faut payer beaucoup plus ces projets, ce qui est un peu paradoxal. Désolé Patrice, j'ai pas fini sur une note très positive, mais je me rattraperai dans les questions-réponses. Merci Benjamin. Donc, quand tu parles du fait que c'était indispensable d'avoir les boucliers tarifaires pour aider les entreprises et les consommateurs, mais que c'est vrai qu'à court terme le signal est catastrophique, ça revient à subventionner finalement du fossile, ça m'a fait penser à la fameuse opposition entre fin du mois et fin du monde, qui est facile finalement à dépasser si on avait eu une fiscalité écologique efficace, transparente et lisible. Ce qui n'a pas été le cas, et si on avait respecté ce que disait Patrice sur la valeur assurantielle de certains investissements qui permettent de se mettre à l'abri des crises climatiques futures. Donc ma question qui est, alors maintenant elle est plus globale, donc je vous laisse chacun après répondre, c'est que, alors c'est la 12e édition je crois de la semaine de l'industrie cette semaine, est-ce que les étudiants vous étiez au courant que c'est la semaine de l'industrie? Non? Bon, ça reflète bien que l'industrie française reste assez peu attractive. Donc ma question c'est, pour que cette transition écologique puisse être un levier pour se réindustrialiser, quels sont selon vous 4 les principaux défis? Est-ce que ce sont des défis en termes de capital technologique, financier, humain ou les trois? Quelles sont vos observations là-dessus? Je vais apporter une réponse très personnelle. Moi personnellement je pense que le premier défi c'est un défi humain. Juste avant de venir, j'étais à Melun dans un collège pour faire la promotion des métiers de la transition énergétique.
On a un besoin de recrutement, même pour une entreprise de ma taille, pas une très grosse entreprise, qui est absolument colossale. C'est le cas également pour nos clients. Et si on ne résout pas rapidement ce sujet de la formation et des ressources humaines, on ne sortira jamais de projet. Parce que les financements, j'ai dit qu'effectivement c'était plus cher, mais on en trouve. On annoncera côté IDEX une levée de fonds extrêmement importante pour financer des projets futurs. Ça coûte plus cher, mais encore une fois, c'est des financements, c'est des objets qui sont extrêmement attractifs pour un banquier, même pour les investisseurs en equity, et donc on les trouvera. Les technologies, elles existent, très matures, qui ont prouvé leur fonctionnement. Le nucléaire, je n'y reviens pas, mais les chaufferies biomasse, on met sur scène, là où j'étais tout à l'heure, on a une géothermie qui fonctionne depuis 40 ans. Donc il y a des choses qui existent, qui sont matures. En revanche, sur les ressources humaines, là, on a un défi qui est absolument colossal. Faites de l'industrie et faites de la transition énergétique. C'était le message du soir. Je me permets de rebondir. On partage complètement ce constat. Chez Enedis, c'est plus largement Partageons tous ce constat. Tous ce constat, exactement, Christine. La transition énergétique, il va falloir des bras et des cerveaux en nombre et en qualité. Et il faut trouver le moyen de pouvoir répondre à ce besoin de recrutement massif auquel on est tous confrontés. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre, évidemment. Sur la filière infrastructure, on estime à 8300 emplois par an nécessaires pour tenir la promesse. Quand je dis la filière, Enedis, RTE, CERS, Gimelec, etc. Tu donnes un exemple, je me permets d'en citer un sur lequel Enedis s'est fortement mobilisé, ce sont les écoles de la transition énergétique. Et l'idée, c'est, dans des lycées professionnels, d'ouvrir des classes dédiées au métier de l'infrastructure. Donc on a débuté ça en septembre avec 27 classes. Alors 27 classes pour 8300 emplois, on peut se dire, on est encore un peu loin. Il faut débuter, on espère en avoir 100 l'an prochain, et c'est des classes donc, en lycée professionnel où on essaie de former les futurs techniciens qui iront travailler chez Enedis, chez RTE, au Gimelec, pour avoir justement ces bras et ces cerveaux pour réussir la transition énergétique. Mais l'enjeu est colossal. Et je reviendrai une seconde sur ce que tu disais sur le coût du capital. On peut avoir une lueur d'espoir avec le cadre européen du fameux NZIA, Net Zero Industrial Act, qui a mis dans ses filières prioritaires la transition énergétique, en général, l'infrastructure, la moyenne production, etc. Et ce cadre européen, ça va être le gros chantier de la prochaine législature, ça va être de le financer, puisque l'idée derrière ce Net Zero Industrial Act, c'est que ces technologies, ces besoins stratégiques pour l'Union soient financés, et soient financés à bas coût. Ça veut dire que la prochaine commission, son premier chantier, c'est le cadre pluriannuel de l'Union. Et dans ce cadre pluriannuel de l'Union, il faut espérer qu'il y ait une ligne budgétaire colossale à destination du Net Zero Industrial Act, de manière à ce que et nous, on puisse se financer à bas coût. Et comme l'Europe sait le faire, elle l'a fait pour le Covid, elle le fait en ce moment pour des outils de défense, et demain, il faudra impérativement le faire pour la transition énergétique. Alors, évidemment, le capital humain, première clé. Deuxième chose, pour rebondir sur industrie. Nos activités sont des activités industrielles. Et ces activités industrielles, elles ont besoin de composants. Et donc, ces composants ont une empreinte carbone. Nous avons la chance d'avoir un mix électrique français des plus décarbonés au monde, avec la Suède. Et donc, on a un atout pour essayer de réinternaliser des fabrications d'équipements qui vont nous être massivement utiles pour réaliser ces nouveaux investissements dans le solaire, dans l'éolien, dans les chaudières, les pompes à chaleur. Voilà. Et on parle de reconstruire une filière solaire. Les panneaux solaires, aujourd'hui, ils sont massivement importés de Chine et
des États-Unis. Ça paraît paradoxal, mais depuis l'Inflation Reduction Act, ils sont importés des États-Unis. Voilà. Et donc là, dans ce Net Zero Industrial Act, on a réussi une toute petite chose, c'est avoir la possibilité de tenir compte de critères de résilience et de durabilité dans les appels d'offres et dans la commande publique. Mais c'est une promesse, ça aussi, qu'il faut qu'on arrive à décliner dans les politiques d'achat des entreprises, bien sûr, mais aussi de toutes les grandes administrations publiques qui, effectivement, veulent passer les appels d'offres, souvent au moins 10 ans, au meilleur coût. Mais ça, c'est un coût à perdant parce que, effectivement, au deuxième round, on n'a pas les filières qui vont créer les emplois, voire garder la valeur. Alors, évidemment, on est dans un cadre européen. Cette dimension-là, on appelle ça la souveraineté. Alors, la souveraineté était un mot pas très joli jusqu'ici. Je crois que là aussi, dans le bilan de la mandature, on peut considérer que l'Europe, après la crise du Covid et les pénuries, où on s'est rendu compte que les chaînes de valeur avaient échappé à nos industries, a pris cette conscience de la nécessité de réindustrialiser certains créneaux stratégiques. Voilà. Maintenant, on est là aussi sous l'angle de la promesse, et là, il y aura des exercices tout à fait pratiques à réaliser dans les prochaines années qui vont effectivement faire que cette transition énergétique, elle va être ramener de la valeur dans nos pays, parce qu'effectivement, sinon, on va dégrader notre balance commerciale et ça va nous faire perdre de la valeur. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites et avoir l'analyse du professeur Geoffron, vous dites que, en fait, l'Europe, prise entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, que la Chine, tout le monde parle du charbon en Chine, mais la Chine, c'est le premier investisseur en renouvelable aussi. Donc il y a un paradoxe chinois, c'est qu'ils sont très forts en renouvelable et très forts en charbon aussi. De l'autre côté, vous avez parlé de l'IRA, Inflation Reduction Act. Le plan Biden, c'est 370 milliards de dollars pour soutenir l'industrie verte américaine. Donc ma question pour Patrice, c'est est-ce que tu considères l'Europe au niveau en termes de facilité d'obtention des moyens et des moyens financiers pour faire face à cette concurrence mondiale, quand on voit la Chine qui contrôle les 3/4 de la chaîne de valeur de la transition énergétique, les métaux rares et les minerais, qui se posent moins de questions en termes d'état stratège et de politique industrielle. Et est-ce qu'on n'est pas en train de changer la géopolitique de l'énergie et de la substituer par une géopolitique des chaînes de valeur et des minerais? Donc ta question, en fait, c'est est-ce qu'on est foutu ou non? Non, parce que moi aussi, je termine toujours par une note d'espérance. Alors, j'attends ta réponse pour dire qu'on n'est pas foutu. Écoute, alors ça, je pense qu'il va falloir qu'on apprenne à comprendre finalement où est la valeur dans une société qui se transforme et qui pourrait être la première société décarbonée. Alors encore une fois, décarbonée, ça veut dire une société dans laquelle il y a une meilleure qualité de l'air, très probablement, dans laquelle il y a moins de bruit. Ça veut dire qu'il y a toute une série quand même de coûts qui sont associés à l'environnement dans lequel on vit à l'heure actuelle. Si vous suivez les travaux, par exemple, sur la pollution de l'air, vous savez, c'est par exemple le Sénat qui nous le dit. Donc le Sénat, c'est pas un groupe de chevelus verts, etc. Alors non pas qu'il faille pas faire confiance aux ONG, mais de fait, les travaux du Sénat qui se penchent assez régulièrement sur ces questions nous disent que le coût pour la collectivité en France est entre 2 et 4% du PIB lié à la pollution de l'air. Encore une fois, on n'est pas le pire pays du monde, de très loin, on n'est pas le pire pays d'Europe, et notamment si on se compare avec l'Allemagne. Donc je pense que ce qui nous manque pour répondre à ta question, c'est une compréhension fine des boucles de rétroaction et de ce qu'on appelle les co-bénéfices de l'action climatique. Alors, lorsqu'on agit parce qu'on est déterminé à agir pour le climat, finalement, quel type de bénéfices on va capter localement? Et donc, il y a le bénéfice que je viens d'évoquer qui peut être vraiment un bénéfice très très puissant. On a beaucoup travaillé, par exemple, sur les travaux qui viennent du monde médical, qui s'efforcent de faire le bilan de la mortalité Covid, et avec un phénomène qui finalement, y compris en tant qu'économiste, est assez logique, qui est la surmortalité liée à la pollution de l'air. Et c'est mesuré tragiquement en Europe dans des tas d'endroits, et évidemment il y a beaucoup de papiers qui le mesurent en Chine ou en Inde, bien plus, en tout cas en Europe, en Lombardie, donc la partie la plus industrielle. Vous vous souvenez de l'Italie, la première qui a morflé terriblement au début, en Île-de-France évidemment, etc., en Alsace,
Et par différence avec Nantes et Bordeaux, dans lesquels la qualité de l'air est meilleure, on a organisé d'ailleurs, au pire des tensions sur le système de santé, des ponts aériens ou par TGV de telle manière à délester l'Île-de-France. Donc tout ça pour dire que si on avait été plus décarboné, on aurait traversé différentes crises, évidemment la crise des Gilets jaunes différemment, on aurait traversé la crise Covid différemment. La crise Covid, elle a coûté, si on regarde le delta de dette publique, 500 milliards. Et si tant est qu'on en soit sorti, et puis il est trop tôt pour faire le bilan, évidemment, de la crise énergétique en cours. Et donc on a été conduit à regarder finement, notamment pour la SNCF. La question qu'on s'est posée, si on avait fait du train depuis le début de ce siècle, on savait en faire. Si les TER dont il est question maintenant, on les avait fait, finalement, qu'est-ce qu'on aurait pu économiser comme vrai argent? Et un argent qui, in fine, se retrouve à Bercy ou non. Donc ce n'est pas les externalités globales, les tonnes de CO2 qu'on évite, qui vont produire des bénéfices diffus pour la planète. Qu'est-ce qu'on peut capter? Et donc on a fait la démonstration que sur les 1000 milliards de dettes qu'on a accumulées au cours des 10 dernières années, il y a un paquet, alors qu'il est très difficile à déterminer à 2 chiffres après la virgule, mais sans doute non négligeable sur ces 1000 milliards qui ne se seraient pas finis dans la dette. La dette qui, au moment où nous parlons, là, est en cours d'examen, et donc on va nous dire quel rating on garde. Donc tout ça pour dire que, évidemment, on a une préoccupation très symbolique qui est, dans une course industrielle, de parvenir à, pour des objets emblématiques, à se remettre dans la course, et le photovoltaïque notamment, et puis les gigafactories, etc., etc. Et ne perdons pas de vue que, quoi qu'il en soit sur le plan industriel, quoi qu'il en soit, si on parvient à se décarboner plus vite qu'ailleurs, on en tirera de toute façon des bénéfices et on s'en portera mieux. Et encore une fois, on s'en portera mieux en termes vraiment de finances publiques. Et donc on évitera ce qui me semble être le plus grand risque si on devait faire face à un autre choc, l'effondrement de la zone euro. Et à ce moment-là, on ne peut plus jurer de rien. Juste sur cette question, la question de Raphaël, sur les dépendances ou les changements de dépendance, je pense qu'une partie de la réponse dans la transition énergétique qu'on vit, c'est d'éviter les monodépendances. C'est-à-dire qu'effectivement, si on passe d'une dépendance 100% au gaz russe pour passer à une dépendance 100% aux panneaux photovoltaïques chinois, je ne suis pas sûr qu'on ait tout gagné en termes de souveraineté. En revanche, le mix énergétique de demain, c'est pas un mix énergétique, Christine l'a dit, qui repose sur une seule technologie. Et ça repose sur, encore une fois, des technologies qu'on maîtrise localement. Le nucléaire, c'est quand même quelque chose qui est largement maîtrisé localement, même si une partie de l'uranium provient de l'extérieur. Lorsqu'on fait de la biomasse locale, on est beaucoup moins dépendant, effectivement, d'importation, etc., etc. Et ça, c'est la première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, je pense que nos politiques, nos gouvernements, ça, je l'ai vécu en tant qu'ancien fonctionnaire, cherchent très souvent dans leur politique publique à poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Et moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on arrivera à atteindre avec la même flèche 2 cibles assez différentes. L'IRA, aux États-Unis, c'est une politique de réindustrialisation 100%. La décarbonation, c'est pas leur sujet. Pour avoir encore vu un grand banquier américain nous parler de ce qu'il faisait, là-bas, il y a un vrai retour en arrière sur l'objectif décarbonation. Enfin, on ne se rend pas compte de ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est pas leur objectif prioritaire. Leur objectif prioritaire, c'est la réindustrialisation. Et je pense que ce sujet-là, il doit être ce sujet de réindustrialisation. À mon avis, on devrait le décorréler un petit peu plus du sujet de décarbonation, parce qu'encore une fois, à vouloir atteindre 2 cibles avec la même flèche, on risque de se planter sur les deux. Merci beaucoup à tous les intervenants.